Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui boivent du café en mangeant du petit chocolat, qui fait plaisir. Je suis Julie Simoniti et je suis coach en réalisation de rêves et j'ai aussi un podcast. Et une fois par semaine, je vais à la rencontre d'une personne qui a déjà réalisé son rêve pour qu'elle nous raconte un peu son parcours. Aujourd'hui, je suis accueillie chez Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de m'accueillir. Tu vas bien ? Bah oui, ça va, très bien. Ouais. Toi Bah nickel. Donc là, on est installé et on est entouré de plein de souvenirs de voyage, visiblement. Tu nous expliqueras ça un peu par la suite. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter le rêve que tu as réalisé ou que tu vas réaliser ? Je crois qu'il y en a plein. Oui, c'est ça. Je crois que je suis un grand rêveur de manière générale. Alors, je suis Romain Alté et j'ai une entreprise de conseil en voyage. Qui s'appelle Le Temps du Rêve. Incroyable. Eh oui, on était fait pour se rencontrer, disons. Exactement. Donc, pour présenter un peu mon entreprise, l'idée c'est... Je suis parti du constat que j'adorais voyager. Voilà, j'expliquerai un peu d'où me vient cette passion du voyage, mais j'adore voyager. Et à chaque fois que je voyageais, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, t'as de la chance de voyager, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien... » Et ma question c'était « Mais pourquoi ces personnes-là ne franchissent pas le pas ?» Voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit « Peut-être que je vais pouvoir accompagner les personnes qui ont des rêves de voyage dans l'organisation, dans la dédramatisation, parce que souvent les personnes disent à l'étranger, j'ai peur de ne pas parler anglais, de ne pas me faire comprendre, etc. machin. » Donc j'essaye avec mon entreprise de organiser au mieux le voyage des personnes selon leur centre d'intérêt, selon leur budget aussi. Souvent le budget ça revient comme étant un frein. Selon aussi avec qui ces personnes-là partent. C'est pas le même voyage si on part entre amis que avec son compagnon, sa compagnonne. Sa compagne ? Ouais, sa compagne, pardon. Je crois que les deux se disent. Ouais. Donc j'essaye vraiment de m'adapter à la personne et de rassurer cette personne-là en lui faisant du coup bénéficier de mon expérience de voyageur et tous les conseils que je peux lui apporter de manière pratico-pratique. Pratico-pratique, ça me parle. C'est ce que je fais aussi. Et alors, merci pour cette présentation. On sent que tu as l'habitude quand même d'en parler. Un petit peu. Et alors, d'où te vient ce rêve ? Alors, j'y réfléchissais la dernière fois, je pense que je l'ai toujours eu. Le rêve de voyage ou le conseil en voyage ? Le rêve de voyage d'abord, dans un premier temps. Ouais. Je pense que je l'ai toujours eu parce que j'ai quelques souvenirs de mon enfance. Genre, en CM1 ou CM2, un exposé que je devais faire, j'avais choisi l'Irlande. Pourquoi l'Irlande, je ne sais pas, mais j'ai le souvenir de moi qui, comme je dessine plutôt pas mal, qui fait tous les contours de la carte de l'Irlande et vraiment c'est un beau souvenir que j'ai de juste faire une carte d'un pays que je ne connaissais pas et faire un exposé sur un pays que je ne connaissais pas. Depuis j'y suis allé en Irlande quand même. Voilà. Et alors t'as pas été trop déçu ? C'est bon, les Irlandais étaient à la hauteur de tes espérances ? Oui, ça va. Bon, j'ai dû le faire en 2 fois pour vraiment profiter, mais oui, ça a été. Et par exemple, j'ai choisi d'apprendre espagnol en 4e parce que mon argument c'était pas que c'était plus facile à apprendre que l'allemand, mais plutôt que avec l'espagnol, on pouvait voyager dans tous les pays d'Amérique du Sud et en Espagne. Même si je pense que l'espagnol c'est quand même plus facile à apprendre que l'allemand, parce oui, que moi aussi. j'ai pris allemand et je m'en souviens pas. Oui. Non, mais pour moi, avec l'allemand, on pouvait aller en Allemagne, faire du commerce éventuellement, ou dans, je sais pas s'il y a d'autres pays qui parlent allemand. L'Autriche. Oui, voilà. Un peu la Suisse. C'est limité, j'avoue. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'ai toujours eu cet attrait pour le voyage. Et pourquoi, du coup, cette entreprise de conseil en voyage ? Donc, je l'ai dit pour aider les gens à réaliser leurs rêves de voyage, mais aussi parce que, à un moment donné, je me retrouvais plus forcément trop dans le travail que je faisais. Voilà. J'avais vraiment cette passion du voyage et j'étais finalement contraint par ce statut de salarié où je n'avais que 5 semaines de congés payés par an et 5 semaines, c'était pas assez pour vivre de ma passion du voyage. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut se libérer de ce statut de salarié-là qui est trop contraignant pour moi et du coup avec une plus grande liberté, me mettre à pleinement vivre de ma passion du voyage et créer cette entreprise-là. Et ça fait combien de temps ?
C'est depuis le 2 juillet 2018, donc ça fait bientôt... Ça va faire 6 ans, bientôt 6 dans ans. quelques jours. Ouais, D'accord. Ça. Quel déclic t'a convaincu de passer à l'action, de passer du salariat au fait de te mettre à ton compte à 100% et de te lancer vers ton rêve complètement? Ouais. Alors, quel déclic? Je dirais que longtemps, enfin plusieurs mois, voire plusieurs années avant de quitter mon emploi, je me renseignais sur les blogs de voyage, je suivais plusieurs chaînes YouTube, enfin j'étais beaucoup inspiré par des blogueurs de voyage, mais aussi par des digital nomades. Voilà. Donc je m'inspirais, enfin je m'imprégnais beaucoup de cette vie-là. Et alors le déclic, il y a eu plusieurs déclics, mais le principal, ça a été quand je me suis rendu compte que mes supérieurs hiérarchiques ne me soutenaient pas autant que je le voudrais. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans l'animation, et pour moi l'animation avec un grand A, c'est un beau métier. On est censé faire naître des étoiles dans les yeux des enfants quand on fait de l'animation. Et mes supérieurs hiérarchiques me disaient oui, mais Romain, il faut que tu fasses le deuil de l'animation telle que tu l'as connue, parce que l'animation, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et ça a été un choc pour moi. Je lui ai répondu texto: le jour où je devrais faire le deuil de l'animation, j'arrêterai l'animation. Logique. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai pas réellement arrêté l'animation, mais j'ai bifurqué. D'accord. Voilà. T'en fais encore un petit peu là ? Actuellement, je suis plus formateur, BAFA, BFD, BPGEPS, qui sont des diplômes de l'animation, donc j'exploite ce côté formateur. Je suis aussi directeur d'accueil collectif de mineurs, occasionnellement. Voilà. Ok. Donc j'ai toujours un pied dedans, moins, pas à 35 heures par semaine, alors qu'on me demande 40, 45, voilà. Mais j'ai toujours un pied dedans. Là. Ok. Et donc ça, c'est le premier déclic ? Oui. Il y en a eu d'autres ou c'est vraiment ce qui te... Non, le deuxième, ça a été peut-être un peu le décès de mon grand-père, où sur son lit de mort, il a enfin compris mes aspirations et il m'a en quelque sorte donné son aval, ou sa bénédiction peut-être, pour me lancer à fond dans le voyage, quoi. Donc voilà, alors qu'il ne m'a jamais compris de son vivant. Ouais. Tu sais ce que ça m'évoque, ça ? Dis-moi. C'est que souvent, les gens, dans leur dernier moment de vie, ils se disent « Non, mais en fait, ce qu'on regrette, c'est ce qu'on n'a pas fait. Il faut y aller, quoi. » Parce que j'ai eu la discussion aussi avec ma mère. J'ai créé mon entreprise. Alors, c'était ma première entreprise, pas celle-ci, mais 2 semaines avant le décès de ma mère. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que t'en penses ? Je me lance à 100% dans ce truc-là. C'est un peu fou. » Elle me dit « Mais vas-y, en fait, si t'as envie, vas-y, fais-le. » Alors que toute sa vie, elle avait râlé qu'elle aimait pas son boulot, que oui, mais c'était comme ça, qu'il fallait garder son boulot quand on en avait un. Donc, effectivement, il y a peut-être un switch qui s'opère dans l'esprit quand on se dit finalement, si je fais le bilan de ma vie, c'est ça. Qu'est-ce que j'en garde ? Les meilleurs souvenirs, c'est les choses qu'on a tentées, quoi. C'est ça. Puis je me suis dit aussi, ça je l'ai réalisé en 2010. On est dans une société où je ne sais pas si j'aurai une retraite. Et j'ai pris conscience du fait que je ne voulais pas travailler toute ma vie et attendre d'être à la retraite pour vivre de mes voyages, de mes passions, etc. Machin. Je me suis dit peut-être que demain je serai mort. C'est un peu pessimiste, mais c'est réaliste. On peut tous mourir demain, écrasé par une voiture ou autre. Et du coup, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut vivre sa vie. Et finalement, on peut voir la mort comme une motivation pour faire les choses qui nous plaisent tout de suite, plutôt que comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, c'est ça. C'est plutôt positif comme vision de la mort. Moi, je vois ça positivement, en tout cas. Oui, je suis d'accord. Et alors, comment tu es passé à l'action ? Comment tu t'es lancé ? Est-ce que tu t'étais préparé ? Est-ce que tu t'es dit « ouais, j'y vais au feeling » ? Et est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer ? Et si oui, est-ce qu'elles se sont réalisées ? Alors, des peurs, est-ce que j'avais des peurs ? Je pense pas... la peur que ça marche pas. Forcément. Ça peut jouer. Mais après, non, j'avais pas plus de peur que ça. Alors, comment je m'y suis pris ? j'ai pas sauté dans le vide comme ça, sans filet de sécurité, on va dire.
J'ai fait une demande de rupture conventionnelle auprès de mon employeur. Voilà. Parce qu'avec ça, je savais que je pourrais avoir droit au chômage. Et donc, j'avais finalement 2 ans d'allocation chômage pour travailler à 100% sur le développement et la création de mon entreprise. Voilà. Et puis après, normalement, ça a marché. Voilà. Donc voilà comment je m'y suis pris. Et après, même si je suis très branché développement personnel et que j'aime m'auto-éduquer et apprendre de nouvelles choses par moi-même, je savais que je ne pouvais pas devenir chef d'entreprise du jour au lendemain. Donc c'est un de mes anciens collègues qui m'a parlé d'un organisme, je ne sais pas si je peux dire le nom du coup. que je connais peut-être. Oui, que tu connais, oui. Voilà. Donc c'est le BGE. C'est un de mes anciens collègues qui m'a parlé du BGE et qui m'a dit va voir, ils aident les créateurs d'entreprises et tout, machin. Donc je suis allé les voir et j'ai bénéficié dans un premier temps, pas mal de micro-formations sur comment y voir plus clair, sur quel statut choisir, sur la comptabilité, la communication, tout ça. Et après, ils ont un organisme de formation qui propose pas mal de formations aussi, donc j'en ai profité aussi de ces formations-là, des formations de 2, 3 ou 4 jours, qui m'ont permis de créer moi-même mon site internet, qui m'ont permis de développer mes compétences de chef d'entreprise. D'accord, mais tu as un côté quand même très autodidacte, quoi. Tu t'es pas dit je vais monter ma boîte et faire les choses, tu es quand même dans l'idée de faire toi-même. Oui, ouais. Bah, surtout que je partais pas avec un gros capital non plus, donc il valait mieux que je fasse tout ou le maximum de choses moi-même. Mmh. Alors tu disais que tu avais peur que ça marche pas. Oui. Est-ce que ça s'est réalisé? Bah, pour tout dire, la fin de mes 2 années de chômage correspondait avec le début du Covid. Timing parfait, hein, je pense. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec les confinements divers, les gens ne voyageaient plus. Mmh. Les gens ne voyageaient plus et j'avais plus de chômage. Donc j'ai dû me diversifier et rebondir. Voilà, en attendant que les gens se remettent à voyager. Et c'est là que tu as écrit ton livre. J'avais écrit un tout petit peu avant. Alors, du coup, tu veux que je parle de mon livre ? Mais oui, parce que j'ai découvert, je savais pas, que tu as écrit un livre qui s'appelle « Et la chenille devint papillon ». Ouais, c'est ça. Vas-y, raconte. Alors, j'écris d'ailleurs, on peut les voir sur mon site internet, j'ai une partie blog où j'écris du coup je raconte mes voyages. Et à un moment donné, sur Twitter, je croise un gars qui me dit « Waouh, c'est trop bien ce que tu écris, t'as une trop belle façon d'écrire, machin et tout. » Et ce gars-là, il était écrivain. Je dis « Ah !» Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Hein. Donc c'était dans mes idées. Je parlais de développement personnel, je pense depuis des années à écrire un livre et du coup ça m'aurait fait plaisir de le faire. Et du coup là, ça m'a permis de sauter le pas, d'avoir finalement ce retour d'un écrivain qui me dit que j'ai un peu de talent pour écrire. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc j'ai écrit ce livre toute l'année 2019. Voilà. Et donc j'y ai repris en fait le sous-titre du livre, c'est La métamorphose d'un voyageur né. Parce qu'à un moment donné, lors d'un de mes voyages, je me suis rendu compte que finalement j'aimais le voyage et que finalement j'étais fait pour voyager, quoi. À l'aise dans ce milieu-là en tout cas. Donc je raconte un petit peu mes premiers voyages, sur quel déclic j'ai commencé à voyager. Et au fil des voyages que je raconte aussi comment ma vision du monde a évolué et comment j'en suis venu à vouloir vivre du voyage. C'était peut-être d'ailleurs aussi ça, un de mes déclics qui a fait que j'ai quitté mon travail après. Voilà, ces voyages-là où je me suis rendu compte de qui j'étais vraiment. C'est devenu une évidence en quelque sorte. C'est ça. Comment c'est quoi ce que tu conçois comme un beau voyage? J'imagine que c'est pas aller te dorer sur une plage en attendant que la serveuse t'apporte un cocktail. C'est un peu, c'est pas exactement dans cette approche-là. C'est ça. Ce que je conçois comme un beau voyage pour moi ou pour les gens que j'accompagne? Je dirais pour toi d'abord, parce que je pense que ça impacte ce que tu proposes aux gens quand même. Alors pour moi, un beau voyage,
c'est avant tout être dans un esprit de découverte et vouloir découvrir la culture du pays. Alors la culture, oui, ça passe par certains sites touristiques qui sont quelque part identitaires au pays, mais ça passe aussi par essayer de s'imprégner de comment vivent les gens, voilà. Qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre. Voilà. Donc tu vas à la rencontre de l'habitant. Voilà, Ok. autant que faire se peut en tout cas. Et comment on fait pour aller à la rencontre de l'habitant? Parce que c'est vrai que si on n'a pas de contact a priori là-bas, tu peux pas dire bonjour, je voudrais être votre ami, tu vois, tu débarques. Comment tu t'y prends? Alors, à une époque, je faisais beaucoup de couchsurfing. Je sais pas si tu connais. Oui. Voilà, donc c'est un moyen de dire bonjour. Alors, est-ce que tu peux expliquer le concept? Oui. Parce que moi je connais, mais peut-être pas Alors, trop. couchsurfing, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui veulent héberger des voyageurs et les voyageurs. Et tout ça gratuitement. Depuis, ils ont un peu changé leur modèle marketing, mais quand j'utilisais couchsurfing, c'était à 100% gratuit. Et donc, en tant que coach surfeur, l'idée c'était que j'aille entrer en contact via la plateforme avec des gens qui sont dans la localité où je voulais aller. Et si ça matchait entre nous, la personne acceptait de m'héberger le temps de mon séjour dans sa ville, quoi. Et souvent, avec le couchsurfing, on tombe sur des gens qui sont bienveillants et qui veulent te faire connaître leur pays, leur mode de vie et qui du coup, t'emmènent volontiers boire un verre ou faire des activités avec eux ou ce genre de choses-là, quoi. D'accord. Et c'est un échange de procédés ou pas? C'est Alors, pas comme le woofing? non, c'est pas comme le woofing. C'est un échange de procédés techniquement. Parce que la plateforme nous dit que effectivement, c'est pas que pour se faire héberger. Quelque part, il faut un jour rendre l'appareil. Donc voilà. Donc moi, j'ai été amené à héberger aussi des couchsurfers. Voilà, un grec, une chinoise et je sais plus le troisième. Mais bref, j'ai été amené à le faire et du coup à héberger des voyageurs qui sont pas forcément ceux qui m'ont hébergé durant mes voyages. Mais voilà, c'est une façon de se rendre service. C'est une communauté, c'est aussi une ouverture d'esprit. C'est ça. Ah, c'est cool. Donc il y a ce moyen-là, mais il y en a d'autres, des moyens d'aller à la rencontre des gens. Alors il y a certains pays où c'est facile, il y a certains pays où on ne peut pas rester seul. Et alors, c'est quoi les pays quels sont les pays où ça a été le plus facile? Amérique latine, globalement, c'est les pays où c'est le plus facile. Parce que forcément, je ne ressemble pas à un Sud-Américain. Voilà. Tu peux passer pour un Cubain. Oui, c'est ça. Sauf Brésilien Ouais, ou c'est ça. Vénézuélien. Mais tout ce qui est au sud de l'Amazonie. Voilà. D'ailleurs, souvent, on prenait pour un Brésilien. C'était quoi déjà la question? Dans quel pays c'est le plus facile Ah oui. d'aller à la rencontre des gens? Ouais, plus Amérique latine, ouais. Mhm. Parce que je parlais un petit peu espagnol déjà. Ça peut jouer. Voilà. Donc ouais. Surtout au Paraguay. Paraguay, je me souviens d'une fois où je voulais juste camper tout seul le long d'un lac, en mode tranquille, laissez-moi tranquille. Mais non. J'ai fini par dormir dans une base militaire. Parce que Voilà. tu t'es fait arrêter en fait. Non. Non, mais les Paraguayens sont comme ça, ils voient quelqu'un tout seul, ils viennent lui parler, et puis ils ont, je pense, tous les Sud-Américains, ou presque, ont cette faculté de dire « Ah oui, t'es français et tout ». Je pense qu'on a quand même une bonne aura, même si c'est pas toujours le cas, on a quand même une bonne aura, et du coup, quand ils voient un Français, ils se disent « Ah vas-y, je vais t'héberger et tout, machin ». Souvent, ils ont comme arrière-pensée de se dire « Bon, si je l'héberge, peut-être qu'un jour, si je veux aller en France, il m'hébergera. » Ah, Alors, d'accord. Il y en a qui sont comme ça. Mhm. Mais souvent, c'est juste, ils ont le cœur sur la main. Voilà. Et souvent, ils préfèrent que tu viennes dormir chez eux plutôt que ce que tu fasses du camping sauvage, comme ça, voilà, à l'arrache, alors qu'il n'y a aucun risque. Mais, Et justement, tiens, je pensais à ça quand tu évoquais le fait de dormir au bord d'un lac. La peur, c'est quand même un sujet qui est important. En plus, moi, d'un point de vue féminin aussi, voyager seul, c'est quand même une aventure en soi. Et c'est vrai que souvent, on a peur
déjà de l'inconnu, puis en plus pour sa sécurité. Est-ce que toi, tu as ressenti ça parfois ? Ou la sécurité, ou autre chose, peur du climat, ou de pas, je sais pas. Non, la sécurité, à certains moments, oui, mais je pense qu'il faut faire confiance à son instinct. Voilà. C'est-à-dire que les ruelles sombres d'un quartier mal famé à 1h du matin, j'évite. Voilà. Mais après, j'essaye aussi de voyager sans a priori. Où je voyage aussi pour déconstruire certains a priori que j'ai sur la destination. Et du coup, je me force à ne pas anticiper en fait des potentiels dangers parce que souvent ça nuit à la connexion avec les personnes. Voilà. Tu vas moins vers les autres si tu sais qu'il y a de l'insécurité, ce genre de choses-là, machin. Donc, il faut trouver un juste milieu entre... Je réduis un peu mon niveau d'anxiété face à l'insécurité pour me permettre d'aller vers les autres, mais je le garde quand même un petit peu parce qu'il y a des fois où ça peut servir. Je dis pas qu'il m'est jamais rien arrivé, on m'a déjà volé des trucs, ce genre de choses-là, mais rien de bien grave, quoi. Voilà. Mais comment tu fais pour gérer ton anxiété par rapport à ça, pour pas anticiper ? C'est une question de préparation, de préparation matérielle, je veux dire, ou de savoir quel itinéraire tu vas prendre, ou te renseigner sur les quartiers chauds ou les quartiers sympas ? Je me renseigne un petit peu, de moins en moins avec le temps, parce que de plus en plus, je fais confiance à moi-même. Mais si, des fois, je me renseigne. Voilà. Par exemple, quand je suis parti en Géorgie, je prépare mon voyage pour la Géorgie. Alors pas l'État américain, mais plutôt le petit pays coincé entre la Turquie et la Russie au nord. Hein. Et j'avais vu que dans certains coins de la Géorgie, il y avait des talibans qui régnaient, quoi. Et dans d'autres coins, il y avait des séparatistes qui étaient armés, quoi. Donc bon, je me renseigne un minimum, voilà, mais pas trop. Parce que quand on va voir les sites du gouvernement, par exemple, on ne voyage pas, en fait. On voyage nulle part. Hein. Même quand on regarde ce que dit le gouvernement canadien sur la France, on voyage pas. Hein. Sérieux ? Oui. Tout ce qui ressort, c'est les insécurités, les mouvements de manifestation. Alors à l'époque où je regardais, c'était les gilets jaunes, les voitures qui sont brûlées, les pickpockets. C'était tout ça, quoi. Et un Québécois qui veut venir voyager en France, il va sur le site du ministère du Canada, il se fie à ça, il voyage pas. Vraiment. Donc moi, j'évite d'aller regarder les sites ministériels. Voilà. Je regarde souvent sur le guide du routard ou ce genre de choses-là où tu as les informations suffisantes. Voilà. Si jamais ça me préoccupe, je vais voir plus en profondeur, mais sinon, j'évite d'aller voir ce genre de sujet-là. Pareil, j'évite de trop regarder les infos. Parce qu'à mon sens, les infos, c'est vachement orienté. Oui, on annonce plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, clairement. Voilà. Je déplore le fait qu'effectivement, on ne soit pas au courant de ce qui se passe dans les autres pays, sauf quand c'est un truc négatif, quoi. Donc du coup, effectivement, quelqu'un qui regarde les infos, il a que des images négatives de certains pays. Quand je suis allé en Amérique latine, ma mère m'a dit « Tu vas te faire enlever par des FARC ». Non, faut pas exagérer quand même, quoi. Il y en a à qui c'est arrivé, mais oui, c'est vrai que ça m'évoque une vidéo, une chaîne YouTube sur laquelle j'étais tombée, alors je sais plus comment elle s'appelle. C'est un couple qui était parti en van aménagé, ils avaient chacun le leur, et pour aller, je sais plus, mais ils traversaient toute l'Europe jusqu'à l'Asie du Sud-Est, et quand ils sont arrivés au Pakistan, tout le monde leur avait dit « Oh là là, attention, le Pakistan, super tendu ». C'était, je sais plus, il y a 4-5 ans, donc c'était géopolitiquement, c'était quand même assez lourd. Et ils ont fait une vidéo quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont dit « Mais on a rarement vu des gens aussi hospitaliers, souriants, sympathiques, mais on s'est sentis super accueillis, quoi. » Alors que, effectivement, si tu écoutes les infos, que tu vas sur les sites officiels, c'est « Attention, il y a une grosse croix rouge sur le pays, il faut surtout pas aller là-bas, quoi. » Et c'est les gens qui sont sur le terrain se rendent compte que finalement, on monte un peu le truc en épingle parfois, effectivement. C'est ça. Moi, j'ai lu un livre en janvier, c'est l'histoire d'un gars qui a fait le tour du monde en stop.
Et du coup, il est passé par des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, ce genre de choses-là. Et dans son livre, ces témoignages corroborent un peu ce que tu disais. Le Pakistan, les gens sont accueillants en fait. Euh, donc du coup, voilà, à travers ce genre de témoignages-là, j'essaye aussi de déconstruire les a priori que je peux avoir. Voilà. Ça me permet de diminuer mon anxiété. Si on ne déconstruit pas les a priori et les stéréotypes qu'on peut avoir, on reste enfermé dans ces schémas, ces peurs, et du coup, on ne franchit pas le cap, quoi. Ouais. Et faire confiance à l'autre, mine de rien, ça marche. Oui, ouais. Tu vois, forcément, avec tes anecdotes et ton récit, ça m'évoque deux choses très connues, J'irai dormir chez vous et Nuit et culottée. Parce que justement, moi j'adore la démarche de Nancy Moots où ils disent, mais on fait confiance à ce qui va se passer, en fait. On part sans rien et on fait confiance en la bienveillance des gens et au fait qu'il va nous arriver des trucs de dingue si on arrive à ouvrir un peu ses écoutilles et accepter les bonnes choses qui vont nous arriver. Ouais, c'est ça. C'est un sacré effort quand même dans notre société. Moi j'utilise beaucoup du coup la loi de Murphy. Alors pas loi de l'emmerdement maximal et se dire qu'il va m'arriver malheur, mais la loi de Murphy du coup pousse à anticiper les éventuels couacs et accidents possibles. Donc quelque part quand je me laisse aller à suivre un groupe de personnes, je visualise aussi ce qui pourrait se passer de pire pour pouvoir, le cas échéant, du coup, réagir plus facilement. Ouais. Et du coup, ça te libère l'esprit pour accueillir ce qui est bien, c'est ça, positif. Voilà. Genre, je suis quelqu'un, je me dis, si jamais ça se passe pas bien et que je suis obligé de quitter la personne, est-ce que... Comment je fais ? Est-ce que je dors dehors ? Est-ce que je check un hôtel pas loin ? Ce genre de choses-là. Voilà. C'est envisager le pire pour pouvoir s'accorder de vivre le meilleur, finalement. Alors, par rapport à cette aventure de créer ton entreprise et de continuer à voyager, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais au début ? Ou est-ce que tu as eu des bonnes ou des mauvaises surprises, justement ? À part le Covid qui t'a coupé l'herbe sous le pied, parce que ça l'a un peu fait pour tout le monde. Oui, c'est ça. Alors, les bonnes surprises que j'ai eues, je dirais, ça a été de pouvoir côtoyer un peu ces réunions d'entrepreneurs. Il y a un cercle d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI, où du coup j'ai souvent été invité à une époque. Ça m'a permis ne serait-ce que de rencontrer d'autres personnes et parler de mon activité, mais aussi ça m'a permis de travailler mon pitch pour présenter mon activité à des personnes. Donc j'ai déjà été amené à présenter mon entreprise à 80 personnes, quoi. Bon, c'était en 1 minute 30, mais quand même. Donc ça reste une agréable surprise de voir un petit peu cet esprit entrepreneurial, cette solidarité entrepreneuriale, cette envie de collaborer les uns avec les autres pour faire en sorte que nos entreprises fleurissent. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui a été plutôt sympathique. Est-ce que le fait d'avoir ce côté rassemblement, réunion, etc., ça t'a aidé, au-delà du fait d'apprendre à présenter ton entreprise, mais ça t'a filé des coups de main pour trouver des clients, pour éviter de faire certaines erreurs dans le développement de ton entreprise ? Oui, c'est ça. En parlant avec les autres, effectivement, ça me permet d'avoir leur retour sur des conseils à faire, à ne pas faire. J'avais même effectivement noué un partenariat. On n'est pas allé au bout de notre idée parce que je devais partir juste avant Covid. Donc voilà. Mais c'était une sophrologue. On avait pour idée de créer des stages qui permettent aux gens de préparer leur voyage, avec notamment mes interventions, mais aussi d'agir sur le côté psychologique et les craintes du voyage avec le côté sophrologique. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un beau partenariat. On s'est renseigné, on s'est réunis plusieurs fois et tout. Mais comme je lui ai dit qu'après, par la suite, je partais, on s'est arrêté là. Et puis, peut-être que ça se remettra en place un jour, mais en attendant, c'est un peu tombé à l'eau. Mais voilà, ça permet de créer des partenariats et de ne pas se sentir seul, quoi. Ouais, la solitude de l'entrepreneur. C'est ça. C'est tout un sujet, ça. Ouais. Donc ça, c'est plutôt dans les réussites. Après,
pas trop de difficultés dans le sens où, comme je le disais, j'avais 2 ans où j'étais à 100% sur mon entreprise, donc j'étais pas contraint par... Oui, au niveau financier, tu veux Ouais, c'est dire. ça. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres choses, je sais pas, sur certains aspects pour, pas forcément la gestion de ton entreprise, mais dans certains voyages que tu as voulu faire qui comptaient pour toi, par exemple, tu me parlais de l'Australie, des choses comme ça, où tu as des blocages qui se font alors que tu as certaines initiatives, ou je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, où tu dis j'aurais bien voulu faire ça et ça, j'ai pas réussi Dans l'idée, non. Je me fixe au moins pour objectif de voyager au moins une fois par an. Voilà. Après, c'est vrai que dans le cadre de mon entreprise, si une petite difficulté que j'ai eue, c'est que parfois on me demande des conseils sur un pays que je ne connais pas. Et alors, tu fais comment ? Et alors, j'explique aux personnes que déjà l'organisation purement logistique, bon, quel que soit le pays, c'est faisable. Mais qu'après, je vais me renseigner, notamment dans des groupes Facebook ou autres, et qu'en tant que voyageur, j'ai dans mes relations forcément quelqu'un qui connaît la destination. Voilà. J'ai des amis, je leur ai collé l'étiquette de expert Japon, d'autres experts Inde, voilà, des pays où je ne suis pas encore allé, mais je peux me baser sur eux pour leur demander des conseils, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est la petite difficulté. Après, comme j'ai eu beaucoup de demandes sur certains pays, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Thaïlande, parce que beaucoup de personnes me demandaient la Thaïlande et j'y étais jamais allé, donc ça a motivé l'un de mes voyages. Et d'ailleurs, dans combien de pays tu es allé ? Vends-nous du rêve un peu. Je crois que j'en suis à 32 ou 33. D'accord. Je sais plus, j'avais compté. J'ai une carte à gratter avec tous les pays dans lesquels je suis allé. Essentiellement en Europe et en Amérique, puisque j'ai fait beaucoup le Canada et l'Amérique du Sud. Pas les États-Unis ? Non. Pourquoi ? Non. Culturellement parlant, c'est pas forcément un pays qui m'attire, ou du moins il y en a d'autres qui m'attirent plus que les États-Unis. Donc je pense que j'irai, j'aimerais bien découvrir un peu la Louisiane pour le côté vieille France, et puis l'aspect culturel de la Louisiane, et certains parcs naturels, genre Yellowstone ou autres. Voilà. Grave, moi aussi. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'ai fait une escale de 17 heures à Washington. Bon, ça m'a suffi. 17 heures pour découvrir les États-Unis. Non, c'est vraiment. court. Du coup, je le compte pas sur ma carte à gratter. Et c'est pas gratté, mais. Ça va, t'es honnête. Oui. Mais non, je pense que je vais sur les pays qui m'attirent le plus ou qui éveillent le plus ma curiosité. Et puis, voilà. Je parlais de la Géorgie. La Géorgie, je suis parti simplement sur... J'ai vu un article dans un journal qui parlait de la Géorgie. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Allez, j'y vais. Voilà. Et alors, en Europe, tu as fait quel pays ? Alors, j'ai fait tous les pays d'ex-Yougoslavie. Alors, du coup, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro. J'ai fait aussi la Grèce. Alors, je les ai plus tous en tête, mais j'ai fait tous ces pays-là. J'ai fait aussi Pologne, Allemagne. J'ai fait Espagne. J'ai fait... Depuis quelques années, j'ai fait un peu les pays plus nordiques, donc Danemark, Suède, Norvège, Écosse, que j'ai beaucoup aimé, Irlande, Islande. Oh, l'Islande, ça fait rêver. Mais est-ce que c'est en Europe ? Je sais pas trop. Mais... Ouais, c'est à mi-chemin. D'ailleurs, fait intéressant avec l'Islande, du coup, comme c'est vraiment à mi-chemin, pardon. Et ben, il y a beaucoup de Québécois qui viennent en Islande. Voilà. Donc finalement, c'est un lieu de rencontre entre Français et Québécois, parce que les Québécois, c'est pas trop loin de chez eux. Les Français, c'est pas trop loin de chez eux non plus. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de Québécois en Islande. Et alors, est-ce que tu as vu des aurores boréales ? Non. Oh. Non. Alors ça, c'est une grande frustration. J'ai vu un brouillon d'aurore boréale en Islande. Voilà. D'ailleurs, en Islande, j'ai voyagé avec des Québécois qui, eux, m'avaient dit qu'ils en avaient vu une dans l'avion, au-dessus des nuages. Donc, j'étais un peu jaloux quand même. Mais non, j'ai vu un brouillon d'aurore boréale en Islande. J'étais sur
dans une zone où il y avait énormément de chances d'en voir une en Norvège, mais j'en ai pas vu. Là, dernièrement, il y en avait en France. Je dormais, donc merci bien. J'en verrai une un jour, j'espère. Mais pour l'instant, non, ça n'a toujours pas marché. Je suis allé en Suisse aussi, joli pays, la Suisse. Albanie, d'ailleurs, j'ai une anecdote frappante, c'est que vraiment, ça m'avait l'air d'un pays du tiers-monde, en fait, dans le sens où, dès que j'ai passé la frontière, je voyageais en minibus, et ben, il y a eu ce cliché-là de une dizaine d'enfants qui courent après le minibus en espérant qu'on leur lâche quelque chose à manger ou un cadeau, ou je sais pas. C'était très cliché, mais ça m'a marqué. Je me suis dit, mais mince, on est en Europe et on a ce genre d'événement-là où on a l'impression d'être dans un pays ultra pauvre. C'est pas un des pays les plus riches d'Europe, mais voilà, ça m'a profondément marqué ce passage-là. Voilà. Et alors, je vois que t'es pas allé au Brésil. Non. Mais pourquoi? Non. Pour moi, j'ai fait 2 voyages du coup en Amérique latine, un où j'ai fait principalement le sud de l'Amazonie et un c'était plus Bolivie, Pérou. Quand j'ai voyagé lors de mon premier voyage en Amérique latine, je m'étais dit c'est un pays vraiment immense qui est à découvrir à lui seul, je pense. Et je m'étais dit, alors peut-être bonne ou fausse excuse, que j'aimerais bien apprendre un petit peu le portugais avant de me lancer dans cette aventure-là. Ouais, voilà. Je sais pas s'ils sont très anglophones ou hispanophones là-bas. Non, ils comprennent, alors j'y ai mis 2-3 pieds, notamment aux frontières, mais ils comprennent l'espagnol, mais voilà. Après, il y en a qui parlent anglais, oui, comme partout, mais voilà. Donc non, pas le Brésil, pas pour l'instant. Puis je voulais pratiquer l'espagnol, donc voilà. J'ai fait une escale en Colombie, mais bon, je l'ai pas compté. Voilà. Du coup, il reste pas mal de pays d'Amérique du Sud à visiter. Tu vois, j'ai encore pas fait l'Afrique. Voilà. Mais j'ai des pays qui m'attirent de plus en plus, notamment Madagascar, j'aimerais bien, le Maroc, j'aimerais bien aussi, l'Égypte, j'aimerais bien aussi. Voilà. Et puis après, j'ai déjà fait quelques recherches pour des personnes qui voulaient faire des safaris photo en Tanzanie, Kenya. Voilà, donc je me suis un petit peu renseigné, ça a l'air intéressant aussi. Donc voilà, il me reste encore tellement de pays à découvrir. Mais j'espère avec mon prochain projet de voyage pouvoir découvrir pas mal de pays entre la France et l'Australie du coup. Donc, raconte, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Ouais. Alors, en attendant, je réalise les projets, les rêves de voyage des autres, mais à terme, j'ai aussi un rêve de voyage qui est d'aller en Australie, mais déjà sans prendre l'avion. Voilà. J'aime bien me lancer des défis quand je voyage, donc voilà. Le défi de l'Australie, ce sera de ne pas prendre l'avion. Donc, à pied, en vélo, en bateau, c'est ça, en train, au bus, train, c'est ça. Alors ça fait, tu dois traverser toute l'Europe, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dans le premier itinéraire que je m'étais fait, oui, c'était Turquie, Iran, Pakistan, Inde, et puis Asie du Sud-Est et un bateau de l'Indonésie jusqu'en Australie. Waouh, et quand tu seras là-bas, pousse jusqu'à Tahiti, tu seras plus si loin. Hein. Oui, c'est vrai. Je compte vraiment faire la route sans avion. Et puis après, je me donne 6 mois pour faire le trajet. Mm-hmm. Et puis après, faire le tour de l'île. Voilà. Pareil, j'ai vu qu'il y avait pas mal de kilomètres. C'est pas le plus petit pays, effectivement. Ouais. Mais voilà. Et le retour, je le ferai en avion quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est ça. Parce que c'est un voyage qui, du coup, durerait 1 an. Et donc, je veux pas faire le retour non plus. 6 mois pour y aller, ouais, 6 mois sur place. Ouais. Ok. Et tu prévois ça pour quand ? Ça fait 3 fois que j'essaye de le faire.
Pour les petites anecdotes, la première fois où j'ai essayé d'y aller, je devais faire 3 mois en Amérique du Sud, puis 1 an en Australie. Mais j'avais pas énormément d'argent. J'ai essayé de m'inscrire dans un programme un programme d'anglais où du coup j'allais être pris en charge, mais comme j'avais pas énormément d'argent et pas de réponse de ce programme-là, j'ai annulé. La deuxième fois, ça a été juste avant Covid. Voilà, normalement, le 1er juillet 2020, je devais partir. Donc, ça n'a pas pu se faire. Et la troisième fois, c'était 1er juillet 2023, l'année dernière. Et donc, pas 1er juillet, le 4 juillet. 4 juillet 2023. Pourquoi la date est importante? Parce que simplement, le 30 juin, 4 jours avant, je me suis fracturé la clavicule. Donc voilà, obligé d'annuler encore. Mais je ne vois pas pourquoi une clavicule cassée, ça t'empêche de faire 6 mois de voyage à travers le monde. Ah ouais, non, c'est vraiment pas de chance. Ah ouais. Ouais. Et surtout que là, porter des sacs à dos au niveau charge, ça va, mais au niveau cicatrice, parce que j'ai dû être opéré, ça pique encore un peu, quoi. Donc voilà, j'espère pouvoir reporter un jour mes 15 kilos de sac sur le dos. Mais je sais pas. J'espère. Je me dis que oui. Et donc, tu te dis pas, oh là là, ça fait 3 fois que j'essaye, ça fait 3 fois que ça plante, il faut pas que j'aille en Australie? Des gens me le disent pour moi. Voilà. Mais non, moi je me le dis pas. Je me dis que c'était peut-être pas le moment d'y aller, mais j'irai un jour. Et je t'avoue que moi, on me dit Australie, je pense serpent, je pense mygale, je pense insecte géant. C'est quand même le pays le plus dangereux du monde, non, en termes de faune, en tout cas, à chaque fois qu'on nous parle de l'Australie. Oui, j'ai mon beau-frère qui s'amuse à m'envoyer des vidéos à chaque fois des différentes tailles d'animaux qui viennent te boxer ou qui te mordent. Oui. Non, je pense que c'est comme tout. Enfin, à chaque fois qu'on monte des vidéos, c'est dans des maisons ultra reculées à la campagne où forcément t'as un serpent de 10 mètres qui vient se cacher dans le toit. Il y a des araignées qui sont grandes comme des assiettes là que tu retrouves accrochées à ton plafond. C'est ça. Non, mais je pense que il suffit de pas forcément. C'est ce que je disais avec la loi de Murphy. Je sais que ça peut arriver. Maintenant, je sais que le jour où je serai à la campagne, j'essayerai de checker la maison avant, ou je sais pas, mais ou d'être dans un van. Le van il est fermé. Je sais pas si ça compte, parce qu'ils arrivent toujours à rentrer. Tu vois, toujours secouer ses chaussures avant de les mettre pour être sûr qu'il n'y a pas un scorpion qui s'est caché dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais même en van. Puis il y a des gens qui y habitent. Si c'était si dangereux que ça, personne n'y habiterait. Ouais. Puis ils sont sympas les Australiens en plus, c'est que ça doit pas être si terrible que ça. Ouais. Ils en ont. D'après ce que j'ai pu voir, ils en ont un peu marre des Français qui viennent en voyage là-bas. Oui. J'ai vu une vidéo où la fille qui commençait à chanter en français dans le bus, elle s'est repris des remarques, alors, je sais pas si on peut dire raciste pour une nationalité, mais francophobe, je pense que ça se dit aussi, mais bon. Comme il y a beaucoup de Français qui vont voyager en Australie, il y en a qui commencent un peu à en avoir marre. C'est peut-être juste parce qu'elle chantait faux. Aussi. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais ouais, comme je disais, je prends en note tout ce que je peux voir, les vidéos sur les animaux géants, les remarques racistes, ce genre de choses-là, et après, je fais mon voyage en tenant compte ou pas. Voilà. Mais ça m'aurait plu aussi de faire un reportage tout au long du voyage sur la notion que les gens peuvent avoir de l'étranger. Voilà, un peu à la manière des films de, je crois que c'est Yann Arthus Bertrand, 8 milliards d'autres. Ah oui, c'était génial. Il avait fait une exposition là-dessus au Grand Palais, j'étais allée la voir, c'était génial. C'est ça. Un peu sur cette inspiration-là. Interviewer des gens en chemin, et notamment en Australie où il y a beaucoup de racisme envers les aborigènes, etc. Mais faire un reportage sur comment est perçu l'autre par rapport, dans les différents pays qu'on rencontre. L'autre étant moi, étranger, qui arrive dans le pays en question. Voilà. Donc interviewer un peu et puis faire un parallèle entre les différentes visions du monde et perceptions de l'étranger. Et puis finir par effectivement faire un reportage sur
le racisme en Australie, qui, va savoir pourquoi, me touche un peu quand même. D'accord. Voilà. C'est parce que ce pays ne veut pas de toi depuis 3 fois, et du coup tu t'en gardes une rancune, je sens bien. Ouais, ça doit être ça. Et alors, dans tout ton parcours, de quoi es-tu le plus fier ? Alors, je dirais que je suis fier de pouvoir aligner, je dirais, mes activités professionnelles avec mes valeurs. Alors, je porte des valeurs haut et fort et mon activité professionnelle me permet de vivre ces valeurs, de les transmettre, et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a des fois où on a un travail qui correspond pas forcément avec nos valeurs et du coup on y va parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais voilà, du coup je suis content de voir que je peux avoir des activités professionnelles qui correspondent à mes valeurs. Et alors la question à 1 000 €, pourquoi d'après toi c'est important de faire un travail qui est aligné avec ses valeurs ? Pourquoi tu peux pas te passer de ça ? Bah, là, je citerai Gandhi. Rien que ça. Ouais, parce que c'est une phrase que Gandhi, enfin, il y a une autre personne aussi que je cite souvent, mais en tout cas, lui, il a dit une chose que je me répète souvent, c'est alors, je vais peut-être le paraphraser, j'ai plus exactement les mots en tête, mais le secret, enfin, pour être heureux, il faut être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Voilà. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est au quotidien. Voilà, comment je tiens, quelle activité professionnelle je fais, comment j'organise ma vie, etc. Ce que je dis, c'est ce que je vais défendre oralement et ce que je pense. Et je pense que si j'arrive, je me dis souvent qu'il faut que j'essaie d'être aligné entre les trois. Parce que souvent, il y a des gens qui, par exemple, ont un certain discours, mais dans les faits, ils n'ont pas du tout ce discours-là en application. Et je pense que ça peut créer une certaine distorsion, je dirais, une certaine incohérence qui, au final, à terme, se ressent sur le psychique. Oui, je pars dans de la psychologie. Ça me dérange pas du tout. Mais je prends un exemple. L'une de mes valeurs, c'est la protection de l'environnement. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Voilà, dans mes discours, les gens qui me connaissent voient que c'est quelque chose dont je parle. Et c'est ce que je fais à travers des petites actions. Par exemple, j'ai converti ma voiture au bioéthanol. Bon, c'est toujours ça. J'essaie de faire attention quand je trie mes déchets. Là, ça se voit pas, mais j'essaye d'être le plus minimaliste possible, c'est-à-dire avoir le moins de meubles qui finalement soit finissent en recyclerie, ce qui est une bonne chose, soit ne sont pas utiles, donc ça sert à rien de les acheter. Voilà, j'essaye par des petites actions d'être en accord avec ce que je dis et ce que je pense. Et je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer pour réaliser un de ses rêves, pas forcément sur le voyage ou sur la création d'entreprise, mais en tout cas qui n'ose pas sauter le pas et qui a peur ou voilà, qui n'ose pas. Est-ce que tu aurais un conseil ? Eh ben, c'est là où je cite la deuxième personne. Rien à voir avec Gandhi, c'est Mike Horn, voilà, le célèbre explorateur, qui a dit pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restants viennent en allant. Ceux qui attendent d'avoir 100% des réponses à leurs questions pour se mettre en marche restent sur place. Donc, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Oui, vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions là, maintenant, tout de suite, mais c'est pas grave. Il suffit de commencer et puis vous trouverez les réponses en chemin. Voilà. Donc, pas avoir peur de se lancer parce que vous trouverez forcément les réponses à vos questions à un moment donné. On sent que tu as réfléchi au sujet, parce que tu es allé droit au but. Je n'avais pas anticipé cette question-là, mais je me dis, ça colle parfaitement. Pour une fois, je peux le citer, je peux sortir mon truc. C'est ça. Et puis nous arrivons à la dernière question.
est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail, même si tu l'as déjà fait, ton activité ? Donc, où est-ce qu'on peut te trouver ? Quels sont exactement les services que tu proposes ? Comment ça se passe ? Et voilà, je veux être cliente de l'entreprise Le Temps du Rêve. Ok. Alors, on peut me trouver sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook. Voilà, tout est au nom de Le Temps du Rêve. Sur Instagram, je publie mes photos de voyage, puis des fois les coulisses de mon entreprise sous forme de story. Sur Facebook, pareil, je publie les articles de blog que j'écris, ce genre de choses-là. Sur LinkedIn, c'est pareil, je publie des choses. Je suis présent sur ces 3 réseaux-là. J'ai un site internet qui est www.letempsdurêve.org, sans accent circonflexe sur le E de rêve, où vous pouvez retrouver justement les articles que j'écris. Je fais parfois des petits quiz, les actualités, la page que j'avais créée pour mon projet, pour l'Australie, qui s'appelle Rocky Road to Sydney. Les services que je propose, alors, le service sur lequel je communique le plus, c'est principalement l'accompagnement à l'élaboration et à l'organisation d'un voyage, de voyage. Mais j'ai aussi travaillé sur d'autres aspects, toujours sur la thématique du voyage. L'un des aspects, ça va être conférencier. Je vais me lancer dans la conférence. Toujours inspiré par les lectures que j'ai pu faire, peut-être un peu à la manière de mon livre, mais de façon plus orale, raconter mes expériences de voyage et raconter un petit peu ma philosophie de vie ou comment les voyages peuvent faire évoluer notre vision du monde. Je trouve que le voyage, c'est très important dans l'éducation et dans comment devenir un bon citoyen même, d'ailleurs. Je prône le voyage. Donc, je vais me lancer dans les conférences. Je travaille dessus pour essayer de faire les choses bien. Je propose aussi de mettre en forme les souvenirs de voyage. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui, moi le premier, c'est pour ça que j'essaye de m'améliorer là-dessus, mais on prend des photos, on écrit peut-être un carnet de voyage, et puis une fois rentré chez nous, on développe jamais les photos, on les montre de temps en temps à notre entourage, mais voilà, notre carnet de voyage, il reste, ils sont dans ma bibliothèque. L'idée, c'est de pouvoir créer un bel objet qui pourrait, par exemple, s'afficher sur les murs de votre intérieur et recenser ou retracer une image, un souvenir, peut-être une anecdote par rapport à un souvenir de voyage. Donc, bref, mettre en lumière vos souvenirs de voyage et qui puissent habiller votre intérieur, ou alors créer un support vidéo à partir de petits sons. J'aime bien capturer des sons quand je voyage. Des petits sons, des petites vidéos, des petites images, créer un petit film, pourquoi pas. Plutôt que de montrer chaque photo à votre entourage, leur montrer ou leur partager carrément un petit film de quelques minutes sur votre voyage. Donc voilà, accompagnement, conférence, mise en valeur des souvenirs de voyage. Je te remercie. Moi, j'ai plus de questions. Et alors, je te propose un truc pour terminer. C'est que mon podcast s'appelle À nos rêves. Mon entreprise aussi s'appelle À nos rêves. Parce que les activités que je propose, c'est que les gens se rencontrent. Donc, je fais le podcast, je fais aussi un coaching individuel et je fais des réunions qui sont gratuites et au cours desquelles les gens peuvent venir dire moi j'ai ce rêve-là, je voudrais aller en Australie mais j'ai un problème, par exemple, je parle pas anglais. Comment je pourrais apprendre à parler anglais ? Donc, toutes les personnes qui sont dans l'assistance peuvent donner des conseils, des astuces, des choses comme ça. Et l'intérêt de ce truc, c'est de se dire que finalement, on peut avoir des coups de main assez proches de soi, c'est juste qu'on ne le sait pas, qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider, et que quand on fait ça, on le fait en trinquant, donc en buvant un coup, parce qu'en fait, c'est quelque chose de sympa, c'est une célébration, en fait, de se dire qu'on va aller vers son rêve. Ouais. Donc, je te propose de faire un petit gimmick, on trinque, et on se dit à nos rêves. On trinque à nos rêves. Ok. En plus, j'ai la tasse. C'est la classe. La tasse avec le globe, j'avoue, c'est la classe. Exactement. Et à nos rêves. À nos rêves.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très vite, a priori la semaine prochaine pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.